l'Ukraine qui entre demain dans sa 5e année de guerre, épuisée par les assauts russes qui ont encore frappé la nuit dernière, tuant 3 personnes dans les régions de Zaporijjia et d'Odessa. L'armée ukrainienne oppose une résistance impressionnante. Nos équipes ont été autorisées exceptionnellement à suivre et à filmer les forces spéciales ukrainiennes sur la ligne de front, près de Pokrovsk, dans le Donbass, une zone de guerre que les Ukrainiens appellent la zone de la mort. Et ils ont, vous allez le voir, évité de justesse une attaque de drones russes. C'est un reportage d'Anaïs Sanquet, Valérie Lucas et Patrick Miette. Nous avons rendez-vous avec les dronistes des forces spéciales ukrainiennes. Exceptionnellement, nous avons eu l'autorisation de les accompagner en mission. Direction la ligne de front au nord de Pokrovsk. Nous roulons à vive allure car le ciel est saturé de drones russes. Nous sommes obligés de circuler dans un véhicule blindé qui a été recouvert de grillage car la route que nous empruntons elle est extrêmement dangereuse. Les Russes, avec leurs drones kamikazes, visent tous les véhicules qui circulent, civils comme militaires. Nous sommes dans une zone que les Ukrainiens appellent la kill zone, la zone de la mort. Le plus important, si on est visé par des drones, c'est de se disperser et de se cacher sous les arbres. Il faut trouver un endroit où les drones ne pourront pas nous voir. C'est bon ? Une fois arrivé sur place, il faut courir, ne pas rester à découvert. Nous nous cachons dans une maison abandonnée. C'est ici que ces soldats préparent leurs drones kamikazes. Leur mission ? Frapper les positions russes qui se trouvent autour de nous. Vous voyez ça ? C'est la bombe. On utilise de l'explosif à fragmentation. C'est pour frapper l'infanterie. Ça ne pèse que 500 grammes. Alors que les soldats s'apprêtent à faire décoller leur appareil, Oleg, le commandant, entend un bruit suspect. Ne sortez pas, ne sortez pas. Un drone russe nous survole. C'est un FPV. Pour ne pas devenir une cible, nous devons nous mettre à l'abri dans une cave. La mission est annulée. Si on vole maintenant, on risque d'être repéré. Et s'ils nous voient, ils peuvent nous viser. Avec des bombes planantes, ils en ont plein. Et ils n'hésitent pas à les utiliser pour frapper les endroits où ils ont vu des pilotes de drones. Dehors, en plus des drones, les bombardements font rage. Ces soldats ne pourront pas voler aujourd'hui. Nous devons quitter la zone. Le véhicule blindé est dissimulé à quelques centaines de mètres de nous. Pour le rejoindre, il faut traverser un village dévasté. Silence! C'est le nôtre. Alors que nous courons, nous entendons un autre drone. Le soldat presse le pas. Il faut se cacher dans cette école. Elle a été bombardée par les Russes l'été dernier, alors que des dizaines d'habitants vivaient encore dans ce village. C'est une école. Je ne sais pas ce qu'ils cherchaient en frappant ici. Pour rejoindre le point de rendez-vous, il nous reste 200 mètres à parcourir. On va sous le sapin. Dans le ciel à nouveau, le bourdonnement des drones. Silence. Autour de nous, un paysage d'apocalypse. La menace s'est éloignée. Nous pouvons enfin rejoindre le véhicule blindé qui doit nous permettre de quitter les lieux. Allez, allez! Dans l'habitacle, le soulagement se devine sur le visage des soldats. La fatigue aussi. Mais pour Oleg, pas question de baisser les bras. Dieu merci, tout s'est bien passé. Ça marche parfois de croiser les doigts. Demain, ces soldats repartiront se battre pour défendre le Donbass, avec l'espoir que cette 5e année de guerre soit la dernière.
2025 a été l'année la plus meurtrière pour les civils ukrainiens. Et parmi les victimes, il y a les enfants traumatisés par 4 ans de guerre, et puis aussi les milliers d'enfants orphelins. Ils sont parfois recueillis par des associations et placés dans des familles d'accueil ukrainiennes où ils essayent de se reconstruire. Nous les avons rencontrés. Témoignage bouleversant, vous allez le voir, avec Alexandra Lay et Yann Moine. Un village entier de préfabriqués en banlieue de Kiev. Toutes ces maisons abritent des personnes déplacées par la guerre. Nous avons rendez-vous avec Natalia. À 58 ans, elle accueille 5 enfants qui ont tous réussi à fuir les territoires ukrainiens occupés par les Russes. La plupart sourient, mais Ivan, 12 ans, a le regard dur. Il y a 7 mois, le jeune homme vivait avec sa mère dans la région de Kherson, lorsqu'elle a été tuée par les Russes, devant ses yeux. Un jour, il y a un militaire russe qui est venu chez nous. Il voulait de l'alcool. J'étais assis dans la pièce. Je jouais avec un éléphant et un ours en peluche. Il parlait avec ma mère. Il voulait la violer. Puis j'ai entendu les tirs. Je me suis allongée par terre. J'ai entendu les coups de feu au bout d'un moment. Ils se sont arrêtés. Et ensuite il est parti. Une enfance volée, un traumatisme si fort que le jeune homme bégait désormais. Je suis vraiment triste pour lui. Je ne sais même pas comment un enfant peut survivre à une chose pareille. En ayant moi-même vécu l'occupation, j'arrive pas à imaginer sa douleur. Ivan se retrouve sans sa mère. Son père n'est plus là non plus. Une association l'aide à fuir. C'est avec Natalia qu'il tente maintenant d'avancer. Je déteste cette Russie, ce qu'ils font avec nous. On avait tout. La maison, c'était le rêve. Puis on a vécu dans la terreur. La russification à marche forcée. Valéria, elle aussi, l'a connue. À 16 ans, elle a passé 550 jours dans un camp russe. Dès mon arrivée, j'ai été prise en photo. Voilà, c'est moi là, avec ce foulard rouge. On était habillés n'importe comment, en fonction de ce qui arrivait avec l'aide humanitaire. Le photographe venait de Moscou. Il nous racontait à quel point la vie est belle en Russie. Elle n'a plus le droit de parler ukrainien. Sur ses bulletins scolaires, le russe devient sa langue maternelle. L'histoire de la Russie, une matière fondamentale. Les Russes m'ont brisé psychologiquement. Tu ne comprends plus rien. Tu passes toute ta vie à apprendre la même histoire avec les autres enfants. Tu parles ukrainien à la maison et on vient vers toi et on te raconte complètement autre chose. Les Russes sont très doués pour la propagande. Ce camp est devenu mon plus grand traumatisme. Mon caractère a changé. Je suis maintenant très fermée, à vrai dire, je le sens. Valéria parvient à quitter le camp en obtenant une place dans un convoi humanitaire. Par chance, les autorités se montrent peu regardantes. Valéria et Ivan ne se connaissent pas. Et pourtant, tous deux partagent désormais un passé douloureux lié à la guerre. Comme eux, 2000 enfants ukrainiens sont revenus des territoires occupés. Et pour poursuivre ce grand format sur la guerre, l'invité du 20h est le chef d'état-major de la Marine nationale. Bonsoir, amiral Nicolas Vaujour, et merci d'être avec nous ce soir sur le plateau du 20h. Je rappelle que vous commandez 41 000 marins français. On va commencer évidemment par l'Ukraine. Demain, le 24 février, ça fera 4 ans que Vladimir Poutine a lancé son offensive sur l'Ukraine. Et il a encore dit il y a quelques jours vouloir renforcer son armée et sa marine pour combattre en Ukraine. Face aux assauts russes, l'Ukraine peut-elle encore gagner cette guerre? Bonsoir, Lia Salamé. Il y a effectivement 4 ans, la Russie a remis en cause les fondements de l'ordre international en menant cette guerre d'agression contre l'Ukraine. Ce qui se joue en Ukraine, c'est vraiment la sécurité de l'Europe. Et donc l'Ukraine ne doit pas perdre. Quand on regarde en mer ce qui se passe,
l'Ukraine a réussi à repousser en fait, les forces russes en mer Noire, a réussi à couler la Moskva, et elle se trouve finalement avoir perdu pas mal de ses accès en Syrie, à Sébastopol, et également sous stress en Baltique. Donc en fait, la Russie a beaucoup perdu en mer aujourd'hui. Alors, dans ce livre que vous publiez, que je montre là, La guerre des mers, vous écrivez « En mer, on rencontre nos adversaires les yeux dans les yeux ». Dites-vous. Vous dites que le contact avec les Russes, notamment, est quotidien, que vous les croisez presque tous les jours. Alors d'abord, comment vous qualifiez la puissance des Russes sur les eaux, dans les mers? Ils sont forts, ils sont puissants, et est-ce qu'ils sont de plus en plus agressifs, de plus en plus menaçants avec nous? Alors, les Russes, effectivement, vous avez raison, on les rencontre en mer très régulièrement. Il faut savoir qu'à peu près un bateau ou un sous-marin russe passe le long de nos côtes chaque semaine. Et donc, ils ont des comportements différents en fonction des zones. En mer Baltique, ils sont plutôt très agressifs, avec des comportements, que ce soit les aéronefs ou que ce soit leurs bateaux, contre nos unités, qui marquent vraiment des limites et des comportements jugés inacceptables en réalité. Et nous, face à ça, on montre en fait notre force, on montre notre capacité à montrer notre détermination à protéger notre territoire, évidemment, et l'ensemble de nos intérêts. Donc on piste les sous-marins, on va à leur rencontre, on va les surveiller et leur montrer qu'on n'acceptera pas de dérapage. Et comment on leur montre ? On vient à côté d'eux et on leur montre ostensiblement notre présence. Et on leur demande de s'éloigner quand on estime qu'ils sont trop près. C'est vrai avec les bateaux de surface, c'est vrai avec les sous-marins en Atlantique qu'on ne voit pas toujours très bien. Ça, c'est la partie visible de l'iceberg. Et en dessous, il y a une partie invisible, qui est cette fameuse guerre hybride dont on parle régulièrement, où l'action russe se déroule avec des difficultés à attribuer. C'est des survols de drones dans les pays comme la Pologne, mais c'est également des ruptures de câbles sous-marins. Des pétroliers qui, de manière innocente, laissent traîner leur ancre pendant 100 km et qui arrachent des câbles. Ça, c'est typiquement des actions russes non revendiquées et qui essayent de nous déstabiliser. Et c'est à la fois, ils coupent les câbles électriques sous l'eau, dans Exactement. la mer, à la fois les câbles électriques qui transportent de l'énergie et à la fois les câbles qui permettent la communication, les câbles Internet. Exactement. C'est ça qu'ils font, c'est ça la guerre hybride. C'est ça la guerre hybride. On a interviewé Volodymyr Zelensky il y a 3 semaines à Kiev. Il se réjouissait que la France ait arraisonné un bateau de la flotte fantôme russe, mais il disait c'est pas suffisant ce que vous faites. En gros, il disait il faudrait le faire beaucoup plus parce que ces bateaux, on en a parlé dans la première partie du journal, ils financent 40% de l'effort de guerre russe. Est-ce qu'on pourrait les arraisonner davantage? Qu'est-ce que vous lui répondez? Alors, la flotte fantôme, c'est à peu près un millier de bateaux aujourd'hui qui essayent de contourner en fait l'ensemble des sanctions européennes sur l'export de pétrole russe. Et c'est quelque chose que nous avons décidé de traquer et notamment d'affaiblir l'espèce de business model que les armateurs un peu complaisants avec la Russie ont mis en place. En tapant directement sur les armateurs, en fait, on casse leur business model, on le rend beaucoup moins efficace économiquement. Et donc, la Russie va avoir de plus en plus de problèmes à trouver des armateurs pour jouer cette flotte fantôme. Donc, on continue, nous, avec l'ensemble des administrations, ce qui fait un peu notre force aujourd'hui, être capable d'aller de l'action militaire à l'action judiciaire. Et on continue avec nos alliés pour essayer de les embarquer pour faire plus. 3 questions rapides encore. On voit dans ce livre que le rôle de la marine, c'est de défendre notre pays, mais c'est de préparer la guerre aussi. Mais c'est aussi d'autres missions, et notamment lutter contre le narcotrafic. Et de ce point de vue, vous écrivez qu'en 2025, la marine nationale française a battu des records de prise de drogue. Alors, vous avez raison. En 2025, la marine a intercepté 87 tonnes de drogue sur tous les océans du monde, Atlantique, océan Indien, océan Pacifique, qui montrent plusieurs choses. D'abord, on a amélioré notre manière de fonctionner avec l'ensemble des administrations, notamment l'OFAST, et également les alliés pour avoir un peu plus de renseignements. Et la deuxième chose, c'est que le trafic a explosé. Et donc, on agit au large, on fait des grosses prises de drogue et on est plutôt assez efficace. Maintenant, ça n'est qu'une partie de la drogue qui est interceptée. Il faut continuer nos efforts. Chaque pays qui est traversé par la drogue est déstabilisé. Amiral, Emmanuel Macron a annoncé la construction d'un 2e porte-avions en plus du Charles de Gaulle. Vous aviez dit il y a quelques années, un 2e porte-avions, ça soulèverait des gros problèmes de recrutement. Est-ce que c'est toujours le cas? Et est-ce que vous pouvez nous dire quel sera le nom de ce futur porte-avions qu'on attend vers 2038? Alors, le porte-avions, c'est l'outil de puissance souverain par excellence. On le voit aujourd'hui au Proche et Moyen-Orient. Il vient crédibiliser la parole politique de l'administration américaine. Il permet de gagner la supériorité aéromaritime et aérienne de manière globale. Et donc ce porte-avions est un élément essentiel de la puissance d'une marine, de la puissance d'un pays.
Donc le président a décidé de renouveler effectivement le Charles de Gaulle. Ça aura lieu en 2038. Et donc il faut lui trouver un nom. Alors c'est le président qui décidera du nom, je ne vais pas vous l'annoncer ce soir, mais un nom qui vient justement marquer cette puissance souveraine et cette crédibilité de la marine sur tous les océans. Et donc, je laisse le président décider. Vous lui avez proposé des noms? Je lui ai proposé des noms. Ça pourrait être quoi? Le Clémenceau, forcément un marin? Vous aurez la réponse en temps et en heure. Bientôt?